Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer un moment unique dans la vie de nos étudiants. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Anne Plantade, je suis maître de conférence à l'école de psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris. Et je suis également à la direction des enseignements et de la vie étudiante et je suis chargée d'animer cette soirée. Alors donc, on a plusieurs choses au programme et puis je vais progressivement introduire les personnes qui viendront vous dire un petit mot, puisque c'est un moment officiel, formel, qui va durer un instant, qui vous paraîtra peut-être un instant prolongé, mais qui néanmoins a le mérite de formaliser ce passage dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je souhaite déjà vous dire un petit mot personnellement. Chers parents, chers invités et surtout chers collègues, car le réalisez-vous, vous êtes maintenant psychologue. Après 5 ans de dur labeur, vous atteignez enfin votre rêve. Et je suis honorée d'être là aujourd'hui pour célébrer cette occasion avec vous, la remise de votre diplôme de psychologue. Vous avez consacré 5 années de votre vie à étudier les aspects complexes de l'être humain. Je n'ai pas l'impression que ça fait 5 ans. Hein. Je vous ai vu en première année et j'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et vous avez déjà terminé. C'est un peu effrayant. Alors, donc vous avez étudié les aspects complexes de l'esprit humain. Vous avez encore beaucoup de choses à étudier, mais quand même, il y a des solides bases et vous êtes prêts à mettre ces connaissances à profit pour aider les autres à surmonter leurs difficultés et à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, vous avez atteint un jalon important de votre parcours académique et professionnel. Il est maintenant temps pour vous de reconnaître vos qualités, parmi lesquelles, sans nul doute, si vous êtes là, la ténacité, et de remercier vos proches pour leur soutien. Pensez à tous ces moments où ils vous ont soutenu moralement, sans parler du soutien matériel, bien sûr, et pensez à tous les instants où, faisant vos premières armes, vous vous êtes peut-être exercé sur eux, vos parents, vos amis, vos amoureux, les analysant sous tous les angles, sans ménagement. Ils vous ont sans doute trouvé pénibles, mais ils ne vous ont pas laissé tomber. Vous pouvez les en remercier. Ils ont été courageux sous la loupe grossissante d'un ou d'une future psychologue. Je vous encourage à continuer à vous former à la relation, au récent développement de la profession et aux recherches, puisque c'est notre obligation déontologique la plus importante quand on est psychologue. Je vous souhaite une belle carrière et tenez-nous au courant de vos contributions positives. On sera toujours heureux d'entendre parler de vous. Félicitations à tous. Merci. Alors, dans un premier temps, pour célébrer la remise des diplômes de la promotion ZASO, nous allons accueillir le recteur de l'Institut catholique de Paris. Je vais dire un petit mot sur ce qui concerne nos liens avec l'Institut catholique de Paris. J'ai envie de faire un rapprochement avec la période de vie dans laquelle vous vous trouvez la plus grande majorité d'entre vous, c'est-à-dire la période du jeune adulte. Et notre lien avec l'Institut catholique est un peu ce rapport que vous avez vous-même avec vos parents en tant que jeune adulte. C'est-à-dire que l'Institut catholique de Paris est une dame d'un certain âge, si je ne me trompe pas, de 1875, donc une institution qui est solidement ancrée dans ce pays, dans cette ville. Et nous sommes l'école de psychologues praticiens dans l'affiliation de cette institution, avec le côté un peu autonome aussi d'un jeune adulte, puisque l'école de psychologues praticiens a été fondée à la fois par une psychologue du travail, Lisette Fanchon, et avec l'aide du recteur de l'Institut catholique de Paris de l'époque, en 1951. Donc l'EPP est une jeune femme qui a des liens de grande proximité avec l'Institut catholique, et nous entretenons beaucoup de collaborations d'enseignement, de recherche et de formation
et je laisse la parole à Monsieur Emmanuel Petit, le recteur, pour vous dire un petit mot. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, chers psychologues maintenant, puisque vous en portez aussi le titre, et chers parents, chers amis, je suis donc très heureux en tant que recteur de l'Institut catholique de Paris de vous accueillir dans cet auditorium Georges Bernanos. Alors comme Madame Plantade l'a dit, les liens entre les deux institutions sont d'origine. L'Institut catholique de Paris est un peu comme la matrice de l'école de Psychoprate. On pourrait faire toute une analyse psychologique d'ailleurs de cela. Né dans un contexte, l'école est dans un contexte qui est le contexte de l'après-guerre. Plusieurs écoles sont nées à ce moment-là. C'est un moment de grande réforme. Et le recteur de l'époque, Monseigneur Blanchet, avait eu l'idée donc de créer cette école, ainsi que d'autres. C'est le moment où on crée aussi l'ISIT, qui est une école d'interprétariat dans le contexte de la construction européenne. C'est le moment aussi où se fonde l'ISEP, dans la suite des travaux d'Édouard Branly, et Psychoprate. C'est un peu dans le contexte d'un monde nouveau. Et c'est le moment d'ailleurs aussi où l'université se féminise, puisque à partir de ce moment-là, nous aurons des étudiantes et des enseignants hommes et femmes. Évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait banal, mais pour l'époque, c'était un grand changement, et c'est la décision qui est prise après la guerre. Et, en tout cas, Psychoprate s'est féminisé très largement. En a été le signe. Vous voyez, Monseigneur Blanchet avait œuvré dans ce sens pour avait décidé d'accueillir des jeunes femmes aussi et de les pousser dans les études supérieures. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, c'est un acquis important dans notre pays. Ce que je peux en tout cas vous souhaiter comme recteur de l'Institut catholique de Paris, évidemment, c'est de porter fièrement les couleurs de votre école, peut-être en vous souvenant justement d'où vient cette école. Le lien avec l'Institut catholique est un lien qui reste très vivant, parce que nous sommes deux institutions qui collaborons, qui travaillons beaucoup ensemble, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amitié. Et nos enseignants sont contents de pouvoir faire des choses ensemble. Et peut-être se souvenir de l'origine même de l'école, c'est souvenir du sens de ce qui a été voulu en fondant l'école. Et l'école de Psychoprate, c'est former des psychologues qui sont vraiment au service du bien commun. Ce que j'aime bien dire comme recteur, d'ailleurs, c'est que dans notre monde, qui est un monde très technique, souvent de hautes compétences, il faut être très compétent et souvent avec des compétences qui sont de plus en plus pointues. Et je pense que le monde de la psychologie n'échappe pas à cela. Il y a souvent d'ailleurs une certaine pression sur les étudiants aujourd'hui et sur les gens du monde du travail. Eh bien, je crois que dans ce contexte d'un monde de plus en plus technique et compétitif, il est très important de ne pas perdre le sens des choses. Et peut-être est-ce ce que l'Institut catholique de Paris peut porter dans le monde de l'enseignement supérieur. C'est vrai que nous sommes très sensibles à garder le sens des choses et le sens de l'engagement, le sens de la vocation de l'homme. Lorsque l'on s'engage dans un métier, c'est pas simplement par amour d'une technique. Alors moi, je suis de formation juridique. Le droit est quelque chose de très complexe, de très technique aujourd'hui. Mais ce qui est important, d'abord, lorsqu'on est juriste ou canoniste, juriste de l'Église, c'est d'abord le sens de l'homme. Et lorsque l'on s'engage comme psychologue, je crois que c'est d'abord cela qui est important, c'est le sens du service d'autrui. Évidemment, comme psychologue, ça paraît tout à fait évident. Et pourtant, peut-être le risque est-il toujours de transformer la personne comme simplement un objet d'étude, dans lequel finalement on se complaît et on peut découvrir quelque chose de fascinant, parce qu'il y a toujours quelque chose de fascinant à étudier la psychologie humaine, évidemment, dans toutes ses arcanes, sa complexité. Alors je crois qu'au-delà de cela, ne nous laissons pas fasciner par cela, mais gardons vraiment le sens du service de l'autre, de l'accueil de celui qui viendra vous voir. Très certainement, quand on est psychologue, il faut beaucoup de patience, j'imagine. Juriste aussi d'ailleurs, il faut beaucoup de patience. Ce sont des métiers où il faut savoir accueillir, il faut savoir écouter, il faut savoir perdre son temps. C'est pas des choses qui sont toujours faciles. Ça demande une certaine vertu humaine déjà.
et très certainement, vous l'avez appris, j'espère, dans vos études. En tout cas, c'est ce que je peux vous souhaiter à vous, chers étudiants, de toujours garder cela. Et je crois que c'est une des grandes qualités de notre école, de former des gens qui sont vraiment des gens humains. Je crois que les gens qui sortent de psychoprates sont vraiment reconnus comme des psychologues qui sont vraiment humains et qui ont ce sens de l'accueil, de l'écoute, de la disponibilité, toute qualité extrêmement importante. Nous sommes dans cet auditorium, je le disais, Georges Bernanos. Georges Bernanos a été étudiant ici, et c'est un étudiant que l'on a voulu honorer en donnant à ce lieu, qui est assez récent, ce nom de Georges Bernanos. Il fait partie de ces figures intéressantes, je crois, de l'Institut catholique, parce que c'est quelqu'un qui a été étonnant, qui a eu finalement un parcours qui n'est pas du tout celui dont on aurait pu penser lorsqu'il était tout jeune, issu d'un milieu très, très conservateur, un étudiant qui est un étudiant qui n'a pas spécialement brillé par ses études, mais qui, je crois, aussi à travers les études qui ont été les siennes, a su devenir une personne très libre. Il y a une autre figure que l'on va aussi honorer ces prochains temps, parce que nous allons rentrer dans le moment des Jeux Olympiques à Paris. C'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin a été étudiant aussi à l'Institut catholique de Paris, où il a fait sa licence de droit. Là aussi, d'ailleurs, une figure de grande liberté, dans le sens où c'est quelqu'un qui aurait pu avoir un parcours très, très classique. Bon, c'était d'un milieu, vous voyez, de l'aristocratie du 7e arrondissement de Paris, d'un milieu là aussi très conservateur. Il aurait pu avoir, ne pas faire parler de lui. En fait, c'était un homme qui a été là aussi un homme d'une grande audace et d'une grande liberté. Alors, ce sont des figures qui, je trouve, sont très intéressantes pour cela, et que nous aimons, dont nous aimons faire mémoire, que nous aimons honorer. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour vous, chers étudiants, que vous sachiez aussi être des hommes et des femmes qui montrent une grande liberté, une grande audace, peut-être. C'est vraiment le vœu que l'on peut faire lorsque l'on sort des études. Les études, c'est une aventure humaine, c'est une aventure spirituelle. On se découvre dans les études. Je pense que votre professeur vous disait tout ça est passé comme un clin d'œil. Alors, ça peut peut-être se passer pour un clin d'œil pour le professeur. Peut-être que pour les étudiants, c'était quand même un petit peu plus long, parfois avec des épreuves aussi, parce qu'il faut passer par bien des choses. Mais c'est une aventure, les études. J'espère que vous l'avez découvert. On se transforme dans les études. On découvre beaucoup de choses, mais on découvre beaucoup de soi-même. Et on découvre beaucoup des autres. Alors voilà. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment, que j'espère que ça a formé chez vous des personnes qui sont des personnes libres, dans le sens où vous saurez déployer vraiment les talents qui sont les vôtres. Vous saurez certainement surprendre par tout ce que vous arriverez à faire, ce que vous saurez entreprendre dans le monde qui est le nôtre. Voilà, en tout cas, bon chemin à tous et félicitations pour le diplôme que vous avez obtenu. Alors, je remercie le recteur de l'Institut catholique de Paris. On va maintenant recevoir donc le président du conseil d'administration de l'école de psychologues praticiens, Monsieur Alain Blanchet. Mais je vais peut-être dire un petit mot sur vous, Alain, quand même, parce que ceux qui ne le savent pas, Alain Blanchet a un parcours de professeur des universités à Paris 8 notamment depuis de très très longues années, où il a été ensuite professeur émérite. Et dans les prochaines années, quand on enseignera la psychologie et qu'on parlera de l'entretien clinique, très certainement, on aura un clin d'œil assez appuyé pour les travaux d'Alain Blanchet sur l'entretien. Donc, je lui cède la parole en tant que président du conseil d'administration de l'école. Merci beaucoup, c'est très gentil de parler de moi comme ça, parce que moi je vais vous parler d'un personnage qui compte beaucoup plus, c'est René Zazot. Voilà. Donc, cher recteur, chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, figurez-vous que c'est maintenant l'occasion pour moi de développer en quelque sorte les travaux et de rendre hommage à ce grand homme que vous connaissez peut-être pas complètement. Je vais essayer d'expliquer un peu qui il est et pourquoi c'est quelqu'un d'aussi intéressant. C'est un grand chercheur en psychologie différentielle. Et la psychologie différentielle, on l'enseigne
presque plus. Je ne pense pas que vous ayez, vous ayez eu un enseignement de psychologie différentielle. C'est quelque chose qui a un peu disparu. C'est très lié à la psychologie du développement. Et qu'est-ce que c'est? Ça s'intéresse aux différences interindividuelles, c'est-à-dire leurs mesures et les facteurs qui les expliquent. Alors, c'est quoi ces différences interindividuelles? Eh bien, ce sont, par exemple, la taille, l'intelligence, les traits de personnalité, etc. Et c'est ainsi que René Zazot est l'auteur d'un test d'intelligence nommé NEMI. Vous connaissez la NEMI, hein? Nommé NEMI, Nouvelle échelle métrique de l'intelligence de Zazot, 1966. Elle-même issue de la célèbre échelle métrique de l'intelligence en 1911. Binet, Simon, parfait, bravo. Mais René Zazot est aussi l'auteur d'une thèse d'État célèbre, soutenue en 1960, qui porte sur le paradoxe des jumeaux. Cet ouvrage élicite la fonction génératrice du couple et sa portée théorique ne cesse de s'affirmer aujourd'hui, comme nous le verrons dans un instant. En effet, l'occasion nous est donnée par le parrainage de votre promotion de montrer que le couple, comme dyade interactive, a quelque chose à voir avec l'émergence et le développement d'une conscience de soi et avec l'effectivité des dispositifs psychologiques. Je vais essayer d'expliquer ça. Alors, la conscience de soi, ça signifie simplement que nous sommes conscients de notre réalité, conscients d'exister comme une personne autonome, et que nous sommes conscients que les autres sont aussi des personnes conscientes de leur propre réalité. Et cette conscience de soi est donc intimement liée à notre capacité d'exprimer ce fait dans et par le langage et s'énonce dans le mot « moi ». Moi. Dans un schéma hegelien, nous dirions que le premier moment de la conscience de soi est ce que nous pourrions appeler le sentiment de soi, qui représente le moi du vivant, un moi animal, par exemple. Un chat a nécessairement un sentiment de soi. Voilà. Mais que la conscience de soi découle d'un désir de connaître et d'apprendre de l'autre ce que cet autre désire lui-même. Le moi ne sera pas alors simple identité ou égalité à soi-même, mais conséquent de l'action et de l'interaction avec l'autre dans le couple fondateur de soi. Le soi étant envisagé ici comme l'objectivation sociale du monde. On est d'accord jusqu'à présent? Ça va. Le rôle décisif de la communication mère-enfant dans l'émergence de ce moi est clairement établi par les nombreuses études. Alors là, c'est vraiment de la psychologie de développement typique, ou de la psychodynamique, ou de la psychologie sociale, cognitive, etc. Mais l'activité des enfants avec leur père, frères, sœurs ou amis joue également un rôle crucial dans cette construction de soi. Ainsi, l'interaction qui confronte un enfant à un autre enfant a fait l'objet de recherches notables, en particulier dans les activités de jeu ou d'élaboration commune de solutions des problèmes. Par exemple, on s'est beaucoup intéressé à l'avènement de la conscience de soi et de l'autre dans le développement de l'enfant. Tous les étudiants ici, j'espère, connaissent ces recherches sur l'émergence de la capacité des enfants à penser la pensée d'un autre dans des situations de jeu. Ça s'appelle? Parfait. Ces situations expérimentales sont dites de fausses croyances. On appelle des situations expérimentales des situations de fausses croyances ou même de transferts inattendus. Alors, j'explique un peu, très rapidement. L'étude Princeps, en 1983, consiste à confronter un enfant petit a à la scénette suivante. Il voit un enfant petit b qui dépose un chocolat à un certain endroit, puis s'absente de la scène. En son absence, en l'absence de petit a, en son absence, petit a voit quelqu'un qui prend le chocolat que petit b avait laissé à un endroit et le déplace pour le poser à un autre endroit. Est-ce que c'est clair là? Ouais. On demande à l'enfant petit a, où b va-t-il chercher le chocolat? Eh bien, jusqu'à l'âge de 4 ans,
La plupart des enfants disent que petit B va chercher le chocolat où on l'a déplacé en son absence et non pas où B l'avait mis et donc où il pensait le trouver. L'enfant petit a, dans ce cas, n'attribue pas à B une représentation mentale différente de la sienne. 4 ans, hein, ça fait quand même... C'est plus tout jeune. Hein. Alors, cette situation de fausse croyance nous informe sur la capacité des enfants à se décentrer de leur propre point de vue pour prendre celui d'un autre. Si ces enfants ressentent un sentiment de soi, ils n'ont pas encore une conscience de soi. Celle-ci impliquerait qu'autrui soit reconnu comme ayant des croyances différentes des siennes propres. Et en 1978, qui a nommé cette capacité théorie de l'esprit? Ah, vous ne savez pas. Eh bien, c'est David Premack, qui est un éthologue qui a travaillé sur des chimpanzés et qui s'est posé cette question-là. Est-ce que les chimpanzés peuvent penser la pensée de leur père? Oui, un peu, mais pas beaucoup. Or, on observe que le fait d'avoir des frères et sœurs favorise l'émergence d'une théorie de l'esprit plus précocement que chez les enfants qui n'en ont pas. Comme le dit Madame Veneziano, une collègue, l'interaction dans la fratrie permet de réfléchir sur les états internes d'autrui et de mieux prendre en compte les pensées et projets d'autrui. On a observé que ces enfants, entourés de frères et sœurs, argumentent fréquemment leur point de vue en prenant en compte celui du frère ou de la sœur. Mais on a également montré que les disputes fraternelles, dans lesquelles l'enfant utilise des arguments qui prennent en compte le point de vue de l'autre lors de la résolution de conflits, étaient positivement associées aux performances dans ce type de tâches, donc, dont on a dit que c'était des tâches de fausses croyances. Un auteur a même ironisé sur ce fait en écrivant « La théorie de l'esprit est contagieuse, vous pouvez l'attraper avec vos frères et sœurs ». En fait, l'ensemble des études sur la question donnent des résultats assez robustes. Robuste, ça veut dire que c'est réplicable. Et on constate que le nombre des frères et sœurs, la catégorie socio-professionnelle des parents et les modes de communication des parents sont des facteurs qui favorisent la capacité à penser la pensée d'autrui. Mais qu'en est-il des jumeaux? On n'observe aucune différence avec les autres fratries dans les tâches de fausses croyances comme la localisation du chocolat. La situation de gémellité en psychologie du développement constitue un paradigme notable, très étudié sous de nombreux aspects. Et lorsqu'on appartient à une promotion de l'école de psychologues praticiens qui porte le nom éminent de René Zazot, on a certainement lu son ouvrage fondamental, issu de cette thèse d'État, élaborée sous la direction de Jean Piaget, excusez-moi du peu, et intitulé « Les jumeaux, le couple et la personne ». Un bouquin maintenant qui fait 650 pages. Quand même. Nous en avons parlé en introduction. Ce travail remarquable part d'un certain nombre d'observations faites à la fin du XIXe siècle. La psychologie ne date pas du XXe siècle. Et en particulier d'un grand philosophe psychologue, Francis Galton. Celui-ci avait pour objectif de déterminer la part héréditaire, nous dirions génétique, et la part acquise par apprentissage dans le développement de la personne. L'intelligence, les traits de caractère, etc. La méthode des jumeaux inventée par ce chercheur consiste à effectuer 2 types de comparaisons. Première comparaison, une population de jumeaux monozygotes, donc issus de la division d'un seul ovule fécondé, élevés ensemble, et une population de jumeaux toujours monozygotes, mais élevés séparément. On cherche ainsi à montrer quoi? L'influence du milieu. Seconde comparaison, une population de jumeaux monozygotes élevés ensemble et une population de jumeaux dizygotes issus de 2 ovules fécondés par 2 spermatozoïdes différents élevés ensemble. On cherche ainsi à montrer l'influence du facteur génétique. Au début du XXe siècle, les résultats concernant par exemple le quotient intellectuel, le rapport entre l'âge réel et l'âge mental, c'est le quotient intellectuel, ont montré que la différence entre les jumeaux monozygotes élevés ensemble était en moyenne de 5 points de QI et entre ceux élevés séparément de 12 points de QI. Ainsi, le facteur milieu par différence explique est donc de 7 points, c'est-à-dire 12 moins 5. Voilà en gros la méthode de Galton. En 1943, dans une lecture à l'Académie de médecine, René Zazot remarque que des jumeaux dont la dominance latérale est inversée, c'est-à-dire
gaucher, droitier, bien qu'élevés conjointement, évoluent dans un milieu dissemblable. À ce moment, il observe chez les jumeaux nourrissons les manifestations de leur vie à deux, leurs interactions. En 1948, selon son expression, il largue le modèle galtonien et se forme une image du couple gémellaire en le confrontant au couple conjugal. À ce moment, l'idée directrice de ses travaux est assurément, je cite, c'est du Zazo, l'efficace du couple dans la formation de la personnalité. C'est le paradoxe à l'origine du travail de recherche de René Zazo. Au lieu de considérer que le développement de l'enfant est dû à seulement deux facteurs, l'hérédité et le facteur social, le milieu social, Zazo introduit un troisième facteur qu'il appellera le couple. Le couple est un creuset d'interaction intense qui accroît la capacité des enfants à se distinguer et à conquérir leur autonomie et donc leur liberté dont parlait notre ami le recteur. Voilà. En 1973, Sandra Canter confirme ce paradoxe dans une étude qui compare des jumeaux monozygotes séparés à des jumeaux monozygotes non séparés. La chercheuse mesure, écoutez-moi bien, alors les caractéristiques de personnalité de chaque jumeau au moyen de tests appropriés. Elle montre que la corrélation à l'item extraversion, ça vous connaissez, entre les jumeaux séparés est de 85%, la corrélation est de 85%, et alors que la corrélation entre les jumeaux non séparés est de 29%. Voilà un paradoxe quand même. Puisque les jumeaux non séparés restent beaucoup plus longtemps ensemble, on peut s'imaginer qu'ils s'identifient davantage les uns aux autres. Et là, on tient quelque chose de très important. Parce que on a montré, par ailleurs, que dans les épreuves de théorie de l'esprit dont on a parlé, que la présence de frères et sœurs favorise ce développement de la conscience de soi, corrélée à la reconnaissance de la conscience autonome d'autrui. On en a parlé. On constate maintenant que la séparation des jumeaux maintient en chacun une identification primaire à l'autre jumeau qui crée une conformité presque enquistée et durable, alors que la vie commune des jumeaux développe une différenciation, une autonomie de chacun qui s'observe dans leurs traits de personnalité distincts. Le couple est donc un formidable dispositif de construction de la conscience de soi, ce que Aaron et Norman nomment l'expansion de soi. Cette expansion du soi s'atteint par le biais de relations intimes de qualité. Les auteurs développent un modèle particulièrement pertinent qui soutient que les relations de couple, en général cette fois-ci, constituent l'une des principales sources de croissance et de développement des êtres humains. Je renvoie à l'ouvrage très fouillé et documenté sur le couple conjugal, publié en 2017, c'est pareil, c'est 650 pages, qui s'appelle « Les fondements de la psychologie du couple ». Ça peut vous intéresser. Qu'il s'agisse du couple gémellaire, couple fraternel, couple amical ou couple conjugal, leur pouvoir d'élaboration de la pensée sur soi et sur autrui, dont découle notre liberté, est fondamental. Le couple a cette propriété d'engendrer le mouvement de l'âme, notion chère à Jan Patočka. Vous savez, c'est un immense philosophe qui a été tué en 1956 lors de l'envahissement de Budapest par les troupes russes, et qui énonce ceci: l'âme se meut d'elle-même en tant qu'elle comprend. Cette caractéristique est particulièrement saillante dans le couple formé par le thérapeute, psychologue et son patient. Je vais vous parler peut-être encore. Ce couple, composé de deux instances si différentes, l'un en demande d'aide et l'autre en abstinence de réponse immédiate, développe une relation intense de confiance, consentie, qui crée le soutien nécessaire au processus d'élaboration qui guérit des maux de l'âme. Rien de mystérieux dans le colloque singulier qui s'établit dans une psychothérapie. Il s'agit bien des propriétés remarquables du couple, comme celles étudiées par René Zazo, qui sont ici élicitées et qui conduisent au mieux-être du patient. Comme l'énonce Ludwig Binswanger, peut-être vous avez entendu parler, grand psychologue, psychopathologue, spécialiste de ce qu'on appelle la psychothérapie existentielle, fondée sur le Dasein, Heidegger, et qui dit ceci: la possibilité de la psychothérapie ne repose pas sur un secret ou un mystère, ce que beaucoup croient, comme on pouvait l'entendre.
en somme sur rien de nouveau ou d'inhabituel, mais au contraire sur un trait fondamental de la structure de l'être homme en tant qu'être dans le monde, l'être avec et pour l'autre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite évidemment un avenir radieux. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours très fouillé, très pointu. Maintenant, vous avez 2 heures pour rendre la copie sur René Jazot. Et non, c'est fini. Alors, avant d'accueillir notre directeur Christian Hélon, je voudrais dire un petit mot sur lui. Il nous vient de l'Université catholique de l'Ouest, et puis on le découvre depuis quelques temps. On découvre ses qualités d'érudit, et on découvre aussi ses qualités humaines, puisqu'il porte une grande attention à ce que la vie étudiante soit de qualité et la vie des enseignants et des personnels de l'école soit également de grande qualité. Donc, je lui cède la parole pour vous dire un petit mot. Merci beaucoup, cher collègue Anne Plantade. Du coup, je ne sais plus comment commencer. Je suis ému et désarçonné. Cher recteur, cher président, chers collègues, un peu partout, et puis chers parents, et surtout chers vous, chers diplômés EES, chers diplômés ES, chers consoeurs, chers confrères, devrais-je dire, car en effet, vous voici devenus mes collègues et successeurs par la grâce de ce diplôme de l'école de psychologue praticien que nous allons solennellement vous remettre ce soir. C'est un événement unique pour vous, ça a déjà été dit, une consécration, un adoubement, un passage, aimais-je à dire, en référence à Michel de Montaigne, vous savez, les essais. Ces essais qui, écrit-il, ne peignent pas l'être, mais le passage. Ce moment, ce soir, est aussi un événement pour moi. Non pas unique, puisque je viens de remettre les diplômes à vos collègues lyonnais la semaine dernière, non pas unique, puisque j'espère bien remettre encore à plusieurs reprises, si possible, dans les années qui viennent, de nouveaux diplômes de psychologue aux actuels étudiants de l'école de psychologues praticiens lorsqu'ils seront à leur tour devenus vos propres successeurs. C'est le cycle des générations qui, comme celui des saisons, des liturgies ou des rythmes universitaires annuels, vous savez, la rentrée, les cours, les examens, les jurys, les vacances, la rentrée, les cours, les examens, les jurys, les vacances, hésite sur le retour éternel, hésite entre le familier retour de la routine et le surgissement espéré ou redouté de l'inattendu. Certes, ce diplôme est pour vous tout sauf inattendu. Non que vous l'ayez attendu passivement, comme on attend le train, surtout un jour comme aujourd'hui. J'avais écrit bien avant, mais j'étais inspiré par la Providence. Comme on attend le train, ou bien une heureuse surprise sans oser l'espérer. Vous avez au contraire tout fait pour le mériter et l'obtenir, ce fameux diplôme, ce fichu diplôme, avais-je écrit au brouillon. Vous avez pour ce faire su déjouer et surmonter les multiples obstacles que l'école, la réalité, les pathologies de vos patients, les problématiques institutionnelles ou administratives, sans oublier ni les aléas de vos vies affectives, amoureuses ou familiales, ni les normes APA version 7, se sont ingéniés à dresser entre vous et cet obscur objet de votre désir que sont peu à peu parvenus à constituer pour vous et ce diplôme
et le titre de psychologue auquel il ouvre. Il est au contraire tout à fait inattendu pour moi que de vous remettre ce diplôme ce soir. Il y a encore un an, je ne m'attendais pas à succéder à Jacques Arène comme directeur de l'école de psychologues praticiens. J'en profite pour excuser son absence parmi nous ce soir, de même que celle de notre secrétaire général, Renaud Martelon. Vous êtes, je pense, la promotion avec laquelle l'un et l'autre ont débuté leur fonction à l'école de psychologues praticiens. Ce que cette remise a pour moi d'unique, c'est qu'elle est non seulement la première, donc la deuxième, la même année, mais la deuxième en vrai, en tant que directeur de l'école de psychologues praticiens, mais aussi que votre promotion porte le nom de René Zazot. Alors rassurons-nous, je ne vais pas refaire le cours sur le moi, le soi, la conscience du soi intérieur d'autrui et les vertus du couple, tant gémellaire que conjugal ou entre thérapeute et patient. Vous avez bien suivi, je résume l'essentiel. Mais Zazot, qui est en quelque sorte votre patron, fut le patron de thèse de Pierre Tappe, qui fut le copatron de ma propre thèse. Vous voyez la filiation et la belle histoire de cette succession de 4 générations, et 5, puisqu'il y a Piaget qui était le patron de la thèse de Zazot. J'ai écrit 4 générations de la psychologie française. Zazot, qui travailla notamment sur les jumeaux, inspira à Tappe ses travaux fameux sur l'identité. Quoi de plus troublant, en effet, du point de vue identitaire, qu'avoir une sœur ou un frère identique à soi-même. Enfin, identique à un iota près. C'est ce iota qu'explore Zazot. Et ce iota près, c'est une référence à un ouvrage de Daniel Pénac, un roman qui s'appelle « Le dictateur et le hamac », qui traite entre autres de la gémellité, de la fausse gémellité forcée entre l'abominable Adolf Hitler et le merveilleux Charlie Chaplin dans le film « Le dictateur ». Vous pouvez enfin lire autre chose que de la psychologie. Je vous recommande Le dictateur et le hamac de Daniel Pénac. Et c'est dans le iota que se joue la singularité de chacun. Pierre Tappe développa alors le concept d'identisation, qui n'a sans doute pas dû vous être enseigné, qui n'a pas eu le succès qu'il m'aurait mérité. L'identisation, c'est non pas l'identité fixe, identique à soi-même, mais le processus identitaire constant, fait d'altérité et d'ipséité, altérité et ipséité, quelque chose comme l'autre en soi et le même que moi dans l'autre. L'identité comme histoire, ou mieux, comme narration de soi. Bref, non pas l'être, mais le passage. Et voilà comment Tappe inspira à son tour mes propres travaux sur les aménagements identitaires au fil des âges de la vie adulte. Et me voici à vous passer le relais, alors même que vous franchissez un cap de votre propre vie adulte. Que dis-je, un cap? C'est un roc, c'est un pic. Une péninsule. Lors de notre soirée consacrée au quart de siècle de l'implantation lyonnaise de l'école de psychologues praticiens, notre collègue Albert Sicone de l'université Louis Lumière Lyon 2 nous rappelait que ce cap est non pas une fin, mais un début. Le début de la constitution de votre nouvelle identité de psychologue en titre. J'espère que l'exercice de cette profession, qui constitue l'essentiel de ma vie, vous apportera sans cesse un intérêt renouvelé pour votre travail, intérêt renouvelé pour son travail qui est aujourd'hui malheureusement une denrée rare, faut-il croire. J'espère aussi que vous mettrez votre honneur professionnel à accompagner les blessures des uns, les souffrances des autres, à nourrir la circulation des connaissances sur la psyché humaine et à atténuer la brutalité du monde. Atténuer la brutalité du monde fut aussi le combat de Georges Bernanos, dont l'amphithéâtre où nous sommes porte le nom. Vous félicitant pour votre réussite, j'en remercie aussi l'ensemble des équipes de l'école de psychologues praticiens, enseignants-chercheurs et chargés d'enseignement, équipes chargées des stages, de leur supervision, des directions de mémoire,
de l'internationalisation de vos études, de nos bibliothèques, de l'accueil et des divers services administratifs, sans oublier le service communication qui a organisé la présente cérémonie. Je remercie presque enfin, nous touchons au but, l'Institut catholique de Paris, avec lequel, comme Anne Plantade l'a répété, nous entretenons des liens fréquents, nourris et réguliers. L'un des prochains rendez-vous que je vous donne en tant que psychologue, ce sont les 8e entretiens francophones de la psychologie que nous co-organisons les 1er, 2 et 3 juin en cet amphithéâtre avec la Fédération française de psychologues et de psychologie, l'école de psychologues praticiens et la faculté d'éducation et de formation de l'Institut catholique de Paris. Je vous souhaite enfin, nous y sommes, de faire bon usage de ce diplôme, c'est-à-dire découvrir l'étendue de ce que vous ignorez encore. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. On accueille maintenant la présidente des alumni, puisque vous êtes maintenant des alumni, Madame Irène Ducroiset, qui est aussi une ancienne de l'EPP. Je ne donne pas la date, je te laisse voir si tu veux la donner. Non, mais écoutez, bonjour à tous. Je crois que je vais assumer la date et je suis diplômée de 1990. Je dois vous dire que vous avez bien de la chance parce que moi, mon diplôme, j'ai reçu par le courrier de la Poste. À l'époque, il n'y avait pas cette cérémonie qui est quand même quelque chose de merveilleux, qui est un point final à quelque chose et puis qui est le démarrage d'autre chose. Alors, en effet, depuis 2 ans et demi, je suis présidente de l'EPP Alumni. C'est un grand honneur et un grand bonheur, pas mal de travail aussi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous en parler en quelques minutes. Alors, passer derrière mes collègues, c'est quand même pas facile, hein, parce que voilà, donc je vais rester très prosaïque. Alors, qu'est-ce que c'est l'EPP Alumni? C'est un petit bureau de 5 personnes. Donc, Maxence, il vous dira quelques mots, qui est secrétaire de l'association. Il y a aussi Vincent Chupin qui aujourd'hui est trésorier et prépare un doctorat. Il y a Caroline Caroline Olivier à Lyon qui s'occupe de l'EPP à Lyon, et puis Audrey Kurdig, voilà, je m'en mêlais, qui s'occupe de la communication. Alors, la communication, l'EPP Alumni, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une newsletter chaque mois où vous trouverez des informations sur la psychologie, sur nos activités, des informations qui viennent de l'école, des podcasts, etc. Et en fait, mon message aujourd'hui, c'est aujourd'hui, vous quittez l'école, et ce serait dommage de perdre le lien avec cette école. Et l'EPP Alumni, c'est vraiment l'opportunité pour vous de garder ce lien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en voyez pas trop l'utilité, ça me semble normal. Je me projette bien des années avant. C'est vrai que j'aurais pas forcément vu l'utilité. Néanmoins, je l'ai quand même fait, et ce qui me permet d'être aujourd'hui devant vous. Pourquoi? Parce que je recevais une newsletter par papier à l'époque et que c'était intéressant, et que petit à petit, j'ai continué à la lire, et puis un jour, j'ai repris contact avec l'école et le PP Alumni. Voilà. Et dans cette association, qu'est-ce que nous organisons? Au-delà de la newsletter, nous organisons des masterclass qui sont des petits groupes de personnes qui ont envie de discuter d'un sujet bien spécifique. Nous organisons des intervisions qui sont en fait du co-développement. Hein. J'ai une problématique, je la partage avec mes collègues. Nous organisons des after-work aussi, c'est sympa, on se retrouve. Le dernier a été organisé, il y avait à peu près une 60aine de personnes, donc c'est pas mal. Voilà, et un tas d'autres activités. Alors, voilà, inscrivez-vous. Peut-être, Maxence, tu veux dire un mot sur la manière de s'inscrire, parce que c'est toujours un peu compliqué, le passage de votre email à votre... Enfin, de Psychoprate à votre email personnel. Donc, vas-y. Bonsoir à tous. Donc, c'est juste sur du concret. Donc, maintenant que vous êtes diplômé, je vous en félicite. Vous avez maintenant officiellement un compte diplômé sur eppalumni.com.
Vous pouvez tout simplement vous connecter dessus avec la même adresse sur laquelle vous avez été contacté par le PPA Alumni. Donc la plupart, c'est l'adresse psycho-prat.fr. Il y en a certains qui ont pris la liberté de la changer, mais on a à peu près la même, je pense. Et donc vous avez juste à faire mot de passe oublié. Vous pourrez avoir un mail qui vous permettra de vous connecter directement. Vous aurez accès donc du coup à la newsletter, la prochaine qui paraîtra dans quelques semaines, aux offres d'emploi. Il y aura des appels, alors si ça vous intéresse de vous lancer dans des projets, quels qu'ils soient, pour la psychologie, pour défendre le titre de psychologue ou pour quoi que ce soit qui peut apporter quelque chose au réseau de PPA Alumni, on est très intéressés et on est prêt à vous apporter les moyens pour pouvoir développer vos initiatives. Et aussi, très concrètement, vu que vous êtes jeune diplômé, ça peut vous intéresser. On va relancer des candidatures pour créer des groupes d'intervision. Donc si ça vous parle, voilà, vous aurez l'info sur la newsletter. Il suffira de dire que ça vous intéresse et on s'occupera de créer des groupes d'intervision. Un exemple un peu concret, on prête aussi des tests pour les personnes qui veulent se lancer en libéral et qui ne sont pas prêts à investir encore 1 500 € dans la VICE qui serait peut-être amenée à être réactualisée dans quelques temps. Voilà, plein de petites choses qu'on essaye de vous proposer. Vous avez toutes les infos sur le site et on voulait prendre ce temps-là pour pouvoir vous le communiquer et que vous sachiez qu'on ne vous abandonne pas et on a très envie de vous avoir dans notre réseau. Merci. Merci. Le mot de la fin, notre profession est de plus en plus mise à l'honneur et en même temps chahutée. Vous savez qu'il y a des grands débats sur l'ordre des psychologues, sujet extrêmement clivant. Et donc, toute personne qui a envie aussi de participer à ces débats, bienvenue parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Voilà, maintenant, je vous souhaite une bonne continuation, une belle vie professionnelle et j'espère vous voir bientôt. Merci. Merci Irène et Maxence. Alors, c'est l'heure maintenant d'accueillir les majors de promo. Donc, ces étudiants, étudiantes surtout, visiblement ce soir, qui ont été très engagés dans leurs études et qui donc vont avoir une place particulière ce soir. J'accueille maintenant Julie Dufroux de Clinique Justice. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et de pouvoir partager cette réussite avec vous tous, avec mes amis et avec mes parents. Je me rappelle d'il y a encore 5 ans et demi maintenant, la joie et le soulagement qui m'ont envahi quand j'ai su que j'étais prise à Psycho-Prat. C'était au collège, j'étais au collège quand l'idée d'être psychologue a émergé. J'aimais chercher à comprendre les gens, à aller plus loin que le simple jugement tiré des comportements. Pourtant, j'ai longtemps mis cette idée-là de côté, par crainte, pour faire le choix de la sécurité. Et je me suis lancée dans une école de commerce. Ouais, j'ai fait ça. Il m'a pas fallu 6 mois pour comprendre que c'était pas fait pour moi et que je devais suivre ma voie, ce qui m'animait vraiment et ce qui avait vraiment du sens pour moi, donc la psycho. Ça n'a pas été une décision facile et je remercie énormément mes parents pour la confiance qu'ils m'ont accordée à ce moment-là, les 10 000 € disparus, ainsi que pour leur soutien dans ma réorientation. Dès les premières semaines à Psycho-Prat, j'ai compris que j'étais à ma place. J'étais passionnée par ce que j'apprenais. Les professeurs ont su nous partager leurs connaissances théoriques, mais aussi leur expérience clinique, qui constitue, à mon sens, une vraie plus-value dans l'apprentissage de notre métier. L'intégration d'une pluralité d'approches dans l'enseignement de notre discipline est pour moi une vraie chance qu'on a eue à Psycho-Prat, en particulier du fait du clivage qui subsiste toujours entre certaines écoles de pensée. L'Erasmus que j'ai eu l'opportunité de faire en 4e année à Madrid restera un de mes plus beaux souvenirs de ces années d'études. C'est une expérience personnelle très forte qui m'a permis de parler une nouvelle langue et aussi de confirmer mon intérêt pour la psychocriminologie qui m'a menée à mes stages de fin d'études puis à mon poste actuel en maison d'arrêt. Je tiens aussi à remercier le service des stages qui a su me faire confiance à plusieurs reprises dans mes choix un petit peu osés, dirais-je, tout en m'accompagnant régulièrement, notamment dans le cadre de mes stages de 5e année. Les études de psychologie ne sont pas des études faciles.
tant sur le plan du travail, mais surtout sur le plan personnel. On en apprend sur les autres, sur le monde, mais aussi beaucoup sur soi. Je pense qu'on s'est tous déjà dit en cours de psychopatho, putain merde, c'est moi ça. Ça nous pousse parfois à un travail d'introspection qui est selon moi essentiel d'ailleurs pour être un bon psychologue. Et pour ma part, le fait d'avoir pu partager tout ça avec mes amis de l'EPP, psychologues et futurs psychologues, ça a été très bénéfique. Je pense notamment à Mathilde Philly, à Lisa Gouttière et à Benoît Géraud et Mathilde Varnois, qui seront bientôt à ma place l'an prochain. J'ai fait des rencontres formidables et je trouve qu'on a su créer un esprit de solidarité et d'entraide qui continue aujourd'hui, puisque je retrouve régulièrement certains d'entre vous pour échanger et s'entraider en ces débuts de carrière. Donc merci à vous aussi. Aujourd'hui, je suis fière de mon parcours et heureuse des choix que j'ai faits et de tout ce que ça m'a apporté. Je prends progressivement mes marques en tant que psychologue, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et auprès des patients. La clinique en milieu carcéral est particulièrement riche et stimulante. C'est un milieu qui demande beaucoup de recul et d'adaptation. Je m'épanouis dans ma fonction de psychothérapeute et dans l'accompagnement des personnes détenues à la découverte d'elles-mêmes et dans l'expérimentation d'un espace de bienveillance où leur parole est entendue et leur humanité considérée. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais et je trouve qu'il n'y a pas plus beau cadeau que de voir à quel point notre travail a du sens et apporte aux autres. J'ai également eu l'opportunité, grâce à mon stage de l'an passé, de me lancer dans l'animation de formations et de conférences sur différents thèmes afférents principalement à la victimologie, criminologie, violence conjugale, emprise psychologique. Donc je lance une bouteille à la mer si jamais certains d'entre vous sont intéressés. N'hésitez pas à me contacter, mes collègues, le PP. Je suis là. Je tiens à tous nous féliciter pour l'achèvement de ces 5 années de travail, pour le mémoire aussi. Et je nous souhaite à tous de nous épanouir dans ce métier, de trouver ce qui nous fait vibrer et ce qui nous transcende. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Julie. Vous n'avez peut-être pas poursuivi en école de commerce, mais vous avez quelques notions. J'appelle maintenant Anita Muller de Clinique de la Vulnérabilité. Bonsoir à tous. Le 6 septembre 2016, je prends le Flixbus N71. Alors vous ne le connaissez probablement pas, c'est la ligne entre Hambourg et Paris. 4 jours plus tôt, j'ai appris que j'ai été admise en prépa psy à l'école des psychologues praticiens. C'est Sandra qui m'avait appelée à l'époque. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est la première année où il y a cette prépa. Je déménage dans l'urgence 3 jours avant la pré-rentrée, dans une colocation que j'ai trouvée à Bagnolet. Au moment de monter dans le bus, je me souviens très bien que j'apprends que j'ai trop de bagages. Alors ça ne me surprend pas plus que ça, mais quand même, ça commence pas très bien. Alors il est 5h du matin, j'essaye de pleurer un peu pour... voilà. Ça marche pas non plus, donc j'essaye de faire semblant de rien comprendre à ce qu'il dit, le chauffeur, pour le convaincre de me laisser prendre mes valises. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai pu les prendre. Je n'avais jamais visité cette colocation, je connaissais que Versailles, où j'avais été en tant que jeune fille au pair. Et je me dis que Bagnolet, ça sera sans doute pareil. Ouais, vous voyez bien comment j'avais aucune idée en fait. J'ai 21 ans et à l'époque, je ne sais même pas ce que c'est un concours d'entrée ou une classe préparatoire. Plus de 6 ans se sont écoulés depuis ce jour en septembre. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à ces années passées, aujourd'hui, ce soir. Que représente-t-elle pour moi, pour vous tous? Quelques anecdotes. Pour moi, ce sont les exercices d'improvisation en prépa, les épreuves du concours, les tours de trottinette électrique pour se rendre aux examens lors des grèves, un peu comme aujourd'hui, les cours en visio lors du Covid. Mais, et je pense que ceux qui me connaissent un peu mieux le savent aussi, combien ces années ont représenté pour moi de nuits blanches de révision et de larmes versées. Alors en effet, moi, je les ai bien vus passer les 6 ans. Aujourd'hui, je pense à tous ceux qui m'ont apporté réconfort dans ces moments-là.
alors que pour eux non plus, ce n'était pas facile. Je pense à ce soutien et à ces quelques rencontres, desquelles sont nées de belles amitiés, en tout cas pour certains. Aucun doute, je n'aurais pas tenu sans l'aide et le soutien, la bienveillance de nombreuses personnes. Plusieurs sont présents aujourd'hui et elles se reconnaîtront. Je n'ai malheureusement pas le temps de citer le nom de tout le monde, mais elles savent que ce sont elles que j'évoque ce soir. Je vais quand même en citer deux, quand même. Madame Petit de Manges et Madame Saylor, qui... Ouais, on est d'accord. Elles ont toujours su trouver les mots justes à chaque fois qu'elles m'ont senti au bord du découragement ou du doute. Alors merci pour les petits chocolats, pour vos encouragements et pour votre présence sans faille depuis le premier jour. Ce soir, ma réussite est aussi la vôtre et je vous remercie. Je pense aussi à Inès et Jules. Alors Inès qui a déjà entendu ce discours 3 fois sans ce passage-là. Sans vous, cette dernière année, avec ses travaux de groupe et le mémoire, n'aurait pas été la même. Ce n'a pas toujours été évident et je pense que nous nous souvenons tous les trois des dossiers envoyés à 23h59 et de celles envoyées encore plus tard alors qu'on aurait quand même dû les envoyer à 23h59. Je vous remercie vraiment pour ce que nous avons accompli ensemble. Je ne sais pas trop pour vous, mais pour moi, ces efforts endurés sont déjà du passé. Plus encore, avec les 6 mois qui se sont passés entre la soutenance et maintenant, je me rends compte que ces années m'ont permis de découvrir chez moi, et peut-être vous ressentez la même chose, une capacité à travailler et une curiosité pour les apprentissages que je ne soupçonnais pas. Ça nous sera utile, et je pense que ça nous est déjà utile. Mais honnêtement, qui aurait quand même pensé qu'il y a des jours où les partiels me manquent. Ouais, vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, la ligne d'arrivée est franchie. Au travers de l'approche intégrative de l'école, nous avons pu découvrir et cultiver une identité professionnelle. Nous avons appris à bien rencontrer, à apprendre de nos passions, à réinventer la thérapie avec créativité pour et avec chacun d'entre eux. Aujourd'hui, je pense aussi à tous ces patients reçus, en suivi ou rencontrés au cours des 3 dernières années. Ils n'entendront jamais ces mots, mais ce sont aussi elles qui nous ont formés. Comme ce patient atteint d'un cancer en situation palliative, alors oui, je sais, c'est pas très joyeux, mais bon, que j'ai rencontré en suivi en L3 lors d'un de mes tout premiers stages et à qui j'ai répondu à une situation donnée, je comprends. Alors il me regarde et je vois bien il y a quelque chose qui va pas du tout là et je commence un peu à stresser parce que c'était quand même une des premières consultations que j'ai fait. Et il me dit « Non, je ne pense pas que vous comprenez. » Mince. J'étais quand même sûre de m'approcher dans ma compréhension du plus près de son vécu. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'il avait raison. En fait, je n'avais pas compris. C'est lui qui m'a enseigné la subjectivité de chaque souffrance. Et aujourd'hui, je ne dis plus aussi facilement que je comprends. C'est juste un exemple. Il y a lui, il y avait d'autres, pour vous et pour moi. Ce soir, je ressens aussi beaucoup de gratitude envers cette école, envers les professeurs, les membres administratifs, alors je ne vois pas trop où tout le monde est, mais voilà. Je nous souhaite à tous de porter fièrement les valeurs qui nous ont transmises, l'intégrité, l'excellence, l'engagement, la responsabilité. Et qui sait, peut-être certains d'entre nous s'inscriront à leur tour dans cette culture de la transmission, ici dans cette école ou ailleurs, peut-être d'une toute autre manière. Aujourd'hui, c'est à nous, ensemble, avec nos consoeurs et confrères, de bâtir la psychologie clinique de demain. Et je nous souhaite de le faire avec responsabilité, passion, intelligence, tout en gardant au cœur ce que nous avons appris ici, non seulement sur un plan théorique, mais aussi humainement. Je vous remercie. Merci Anita. Quand les étudiants n'auront pas envie d'aller au partiel, je leur raconterai ce que vous avez dit ce soir. Alors, on accueille maintenant Cécilia Frère-Quejo pour les RH Psychologie du Travail. Bonsoir à tous.
Valentine avait raison, c'est un peu impressionnant. Je vais vous confier une petite anecdote avant de commencer. Quand je suis arrivée le premier jour à l'EPP, je me rappelle très distinctement déjà que j'étais perdue, parce que je connaissais évidemment personne, et que la première personne avec qui j'ai discuté, c'était justement Valentine. Donc c'est assez drôle ce soir. Monsieur le recteur, monsieur le président, monsieur le directeur, chers professeurs, chers camarades de promotion, chers amis, chers tous, chers personnels encadrants et administratifs de l'école et des alumni de l'école. Après 5 années passées à l'école de psychologue praticien de Paris, des centaines de souvenirs et d'émotions partagées, je me tourne vers mes camarades, très subtilement, et l'obtention d'un diplôme de psychologue, je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à représenter la spécialisation de psychologie du travail organisationnel et ressources humaines, et d'adresser quelques mots à l'occasion de la remise des diplômes de la promotion ZASO. Aujourd'hui, grâce à l'EPP, grâce à mes proches, à mes amis, à mes parents, qui m'ont toujours soutenue, et que je remercie tout particulièrement, j'ai la chance de pouvoir exercer à travers une triple casquette. Je suis tout d'abord majoritairement consultante en management et stratégie d'entreprise auprès de clients grands comptes. Donc c'est un parcours qui change un petit peu de ce qu'on nous a présenté jusque-là. Je porte également un projet de recherche scientifique sur les facteurs d'engagement de la génération Y, notre génération, soutenu par un centre de recherche agréé, et je suis en train d'ouvrir un cabinet de psychologie clinique en libéral également. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec des collègues quand l'une d'elles, qui est issue d'une école de commerce, me dit mais toi, Cécilia, en période post-Covid, avec ta casquette de psychologue, t'es un peu comme un héros. Ces 4 mots qui portent et qui projettent un sens très fort et très symbolique. Tu es un héros. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui ? Et si le héros reste communément un combattant, il se distingue tout de même à la mission qu'il porte, aux compétences spécifiques qu'il maîtrise et surtout qu'il met à disposition d'autrui au service de la population et aux valeurs qu'il défend. La détresse et la souffrance qui ont été engendrées par la période Covid ont mis en lumière les acteurs de la scène humanitaire, pompiers, médecins, aides-soignants, psychologues, ont été rassemblés sous le sigle de l'entraide et ont été héroïsés de par le combat qu'ils ont mené, évidemment, de par les compétences spécifiques qu'ils ont mis au service de la générosité commune, et en outre de par les valeurs qu'ils défendent. Mais les héros ne se limitent pas aux acteurs de la scène humanitaire, et c'est le message principal ce soir que je souhaite faire passer. Ces héros, ce sont aussi nos pères, nos mères. Ils sont PDG, médecins, agriculteurs, avocats, femmes de ménage. Ça se passe ici et maintenant. Et c'est à nous de décider quelle mission nous souhaitons porter, ou bien même si nous souhaitons en porter une. Il y a une multitude de missions à incarner et à insuffler autour de nous. Les enjeux écologiques en font évidemment partie, ceux d'inclusion et de diversité, de bien-être, d'éducation, de formation, la recherche et l'innovation, l'accompagnement à autrui, c'est quand même le cœur de notre métier. Il s'agit d'une diversité qui se veut riche et nous avons aujourd'hui la liberté, pour faire un petit rappel au discours qui a été fait avant, et les clés en main pour décider de quelle façon nous prendrons part à cette aventure. Car aujourd'hui marque la fin d'une période qui nous aura fait grandir sans aucun doute, et que nous avons eu la chance de partager, et durant laquelle nous avons appris et nourri une posture et des compétences spécifiques que nous pouvons choisir ou pas de mettre au service d'une mission. Cette soirée marque aussi le premier jour du reste de notre vie. Dès demain, nous occuperons des postes à l'hôpital, en entreprise, en libéral, au sein de tribunaux ou encore d'écoles. Et nous accompagnerons ces mêmes pères, mères, PDG, médecins, agriculteurs, enfants et adultes en devenir, et héros du quotidien. Nous les accompagnerons dans les changements qu'ils vivent aujourd'hui et qu'ils vivront demain. Nous serons tous diplômés psychologues, mais tous dispersés autour de domaines et de populations différentes. Et nous porterons tous la même question en filigrane. Quel héros est-ce que je souhaite devenir ? Quelle mission est-ce que je souhaite porter ? Enfin, merci et bravo à la promotion ZASO, nous avons réussi.
Merci Cécilia. Alors maintenant, on passe au moment tant attendu, la remise des diplômes. Alors, je vous demanderai de respecter un petit protocole. Donc on va vous appeler, on va vous remettre votre diplôme. Ensuite, vous montez par l'escalier qui est ici et vous vous direz... Je me trompe, c'est pas bien. Il faut monter par l'escalier qui est là et vous allez, me semble-t-il, à la photo, par là. Voilà. Donc on va commencer. Alors, on commence par Agathe Achard-Rochette. Elle n'est pas là. D'accord. J'ai un petit doute là. Je vais de gauche à droite ou de haut en bas. Marie Arnoux, merci. Bénédicte Aubet. Mathias Auville. Madeleine Azubic. Aurélie Balland. Lucie Barou qui est absente. Valentine Bédier. Louise Bermejeau. Mathis Bernard. Lila Bétoulot. Perrine Blanquet-Duchella. Alice Bouet. Perrine Bouquet. Sarah Briche. Maureen Brossou. Alice Brugigou. Adrien Caneva. Noélie Chadebec. Agathe Chenvez. Héloïse Collineau. Je crois qu'elle n'est pas là. Juliette Combe, est-elle là? Saraline Couderc. Mélis de Beaurepaire. Jeanne de Salin.
Stéphanie de Souza. Armel de Zayas qui n'est pas là. Oriana Delahaye-Alfonsi. Inès Delpierre. Isabelle de Marmoret. Louise de Vulder. Caroline de Wilde. Sixtine Douville de Françu. Valentine Dupelou. Julie Dufroux. Sybille Dupré. Sophie Durieux. Pierre Échelle qui n'est pas là. Julia Faure non plus. Clara Fernandez Cruz. Constance Festa. Domiti Fontan, je pense qu'il n'est pas là. Cécilia Frère-Quéjo. Léa Germaine. Sarah Gilibert. Julie Gourdic, qui je pense n'est pas là. Gabriel Bouteux. Alisa Gouttière. Olivine Goutte. Clotilde Gou. Claire Guillot. Bérangère Guinotero. Gabriel Gutozer. Joséphine Hamon de la Thébaudière qui n'est pas là, je crois. Sarah Hamou. Blandine Hendrix. Clémence Ernu Péchéran.
Istanboulou. Clémence Jacquet. Sophie Le Gall qui n'est pas là. Alix Le Hétet qui n'est pas là non plus. Anastasia Leleu. Constance Leperski n'est pas là. Léonie Lichtenberger. Charlotte Loudilly n'est pas là. Lise Magdelaine. Margot Maison. Olivia Makoki. Julia Marie. Caroline Martin. Clara Mathieu qui n'est pas là. Laura Maupetit. Astrid Mécher qui n'est pas là. Joé Menuge. Jules Mercier. Léonore Métrane. Louane Niara. Il y a embouteillage. Nada Moussine. Mathilde Mont-Saint-Jean. Anita Muller. Paolo Navarro. Lola Nicolic. Mélinor Jouron qui n'est pas là. Madeleine Palazzi qui n'est pas là non plus. Caroline Perdrizet. Gabriel Pérez. Marie Perrault-Saint-Paul. Jeanne Pézera. Mathilde Philippe. Lorraine Picard-Dumont.
Fanny Plantin de Belot. Constance Poujol de Moliens. Marguerite Pout de Puy-Baudet qui n'est pas là. Fanny Prevot. Alban Raymond. Diane Riverol. Nathan Rocher. Anastasia Romas qui n'est pas là. Zoé Rossac. Alice Rousseau. Inès Rousset. Emma Roux-Deluse. Emma Cinq-Souriban. Raphaël Souletti. Amélie Thibout. Sybille Vialard. Victoire Vigneron. Béatrice Minot-Préfontaine. Emma Voignier. Laurie Walter. Clémentine Bain. Et le dernier, mais non le moindre, Benjamin Zenker. Alors merci à tous. Je vais vous demander de rester assis pour l'instant dans la salle parce que en fait nos collègues vont venir prendre une photo au milieu de l'amphithéâtre. Donc le temps qu'ils s'installent, on va